Bonjour à tous, bienvenue. Donc on est ensemble pour 1 heure autour, de la thématique de la gestion efficiente des ressources en eau et énergie appliquées aux industries agroalimentaires et cosmétiques. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, quelques petites informations, techniques, logistiques. Donc ce webinaire est enregistré puisqu'on va proposer un replay qui sera diffusé, largement. Donc pour l'instant, vos caméras, micros sont, bloqués, donc vous aurez un chat pour interagir avec nous, pour poser vos questions et puis à la fin du webinaire, on laissera la possibilité à chacun aussi d'ouvrir son micro, sa caméra pour, avoir une discussion un peu plus, ouverte et recréer un peu du lien dans ces événements digitaux, sur lequel ça se perd forcément un petit peu. Aujourd'hui, donc vous avez plusieurs organisateurs sur le tour de la table qui vous proposent justement, cette rencontre. Donc, des représentants basés sur les régions essentiellement Occitanie, et Sud PACA. Et donc, vous avez des représentants du monde de l'eau, qui vont, représenter des acteurs apportant notamment des solutions pour répondre aux grands enjeux liés à l'eau. Donc le cluster AI éco-entreprise et le pôle Aqua-Vallée. Vous avez également des représentants plutôt de la partie, énergie, donc des apporteurs de solutions sur la partie énergétique via les pôles Derby et Cap Énergie et 2 pôles également plus orientés, marché sur des, à la fois sur la partie agriculture et agroalimentaire, donc Agri Sud-Ouest Innovation et Innovalliance avec une petite spécificité pour Innovalliance qui aussi, s'adresse au marché du bien-être et de la cosmétique. Donc l'idée, de collaborer tous ensemble, c'est, de croiser un petit peu les synergies pour voir comment on peut, répondre tous ensemble à ces grands enjeux de transition, écologique. Et donc on vous propose aujourd'hui une série de webinaires. Donc pour l'instant, on est sur la première étape où on va s'intéresser un petit peu au comment mieux consommer autour de ces sujets, eau et énergie avec un focus sur les industries agroalimentaires et cosmétiques. À titre, informatif, on avait organisé déjà l'année dernière une conférence plutôt orientée sur la partie agriculture. Donc c'est un sujet qu'on retraitera certainement, l'année prochaine. En tout cas, cette année, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir un focus, essentiellement sur cette partie, industrie agroalimentaire et cosmétique. Alors aujourd'hui au programme, vous allez avoir des retours d'expérience d'apporteurs de solutions qui vont vous expliquer un petit peu, ce qu'ils proposent. Donc on aura, la société, Eau Costaud pour, nous parler de stockage, saisonnier d'énergie dans l'eau, donc une solution, à la croisée des deux mondes. On parlera ensuite d'économie d'eau en industrie avec, la société IRH et on ira ensuite, faire un tour autour de la consommation photovoltaïque avec l'entreprise Voltalia. Donc, on aura, comme je vous le disais, une partie plus discussion-échange à la fin. Et on a préparé aussi quelques petites slides de conclusion sur les opportunités de financement, puisque certains d'entre vous nous l'avaient demandé dans le questionnaire d'inscription, sur notamment des appels à projets qui sont ouverts actuellement et qui peuvent vous accompagner pour mettre en place des solutions aux problématiques à la fois eau et énergie. Donc avant de lancer concrètement, la discussion et passer au retour d'expérience, comme on est sur un format un petit peu webinaire, on n'a pas forcément la visibilité sur qui est présent, donc on trouvait intéressant de commencer par un petit jeu, via l'outil Slido. Alors c'est très simple, vous allez avoir une question qui vous est posée, donc vous avez plusieurs moyens de rejoindre l'application, donc soit en cliquant sur le lien qui est directement sur le diaporama, ou sinon en flashant le QR code que vous avez sous les yeux. Donc je vous laisse, faire la petite manipulation et vous allez avoir une question qui vous est proposée et l'idée pour nous, c'est de savoir un petit peu qui se cache, derrière les participants aujourd'hui. Donc ça bouge au niveau des réponses. Donc pour l'instant, on a 63 d'industriels, donc plutôt consommateurs d'eau et d'énergie, 13 10 ça tombe à 10 à 9 d'apporteurs de solutions eau, 9 d'apporteurs de solutions énergie et 9 d'acteurs académiques, donc plutôt représentant le monde de la recherche et de la formation. Donc là, on est à 73 d'industriels. Donc on voit qu'en tout cas, bon, même si ça bouge un petit peu, donc vous êtes nombreux, en tout cas, certainement à vous poser des questions sur quelles sont les solutions qui pourraient être mises en œuvre dans vos industries, j'imagine. Donc c'est tout l'enjeu du webinaire, donc on est content que vous soyez présents et on va passer directement au retour d'expérience, pour vous donner, voilà, les informations, qui vous intéressent.
Juste avant, j'allais oublier, on a prévu bien sûr de vous remettre un petit peu, dans le contexte au niveau des enjeux, liés à l'eau et l'énergie, avant de passer, au retour d'expérience. Donc je vais laisser la parole, à mes collègues, Simon et Simon, pour vous présenter, le contexte et l'enjeu au niveau de l'eau. Merci Mylène, bonjour à tous. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire Mieux piloter pour mieux consommer, moi je vous propose de vous faire un rapide tour sur le contexte et les enjeux que vous connaissez probablement déjà en grande partie. Alors le contexte climatique, on a une augmentation de la température qui est déjà observée et qui va s'observer. Alors on a le RECO, qui est un groupe d'experts, enfin un réseau d'expertise sur les changements climatiques en Occitanie, qui prévoit en 2100 une augmentation du nombre de jours secs de 25 à 50%, ainsi qu'une augmentation de la température de 3,4 à 5,6 degrés. Donc ça, c'est voilà, c'est un focus Occitanie d'ici à la fin du siècle. Ensuite, ça s'accompagne d'une diminution des débits des cours d'eau, d'événements extrêmes et de taux de recharge des aquifères qui sont en baisse. À titre d'exemple, 75% des niveaux des nappes ont été observés en dessous des normales en 2023 contre 53% en 2022. Donc, si on fait un focus, par exemple, sur le bassin Adour-Garonne, on a une baisse des débits moyens d'ici à 2050 qui serait de 20 à 40%, avec un déficit projeté de 1,2 milliard de mètres cubes d'ici à 2050. Donc, 1,2 milliard de déficit. Et ce contexte climatique s'accompagne aussi avec un contexte démographique qui accentue un petit peu la pression sur la ressource en eau. À l'échelle mondiale, on prévoit une augmentation de la demande en eau de 55% d'ici à 2050, dans un contexte où 1 degré de réchauffement supplémentaire égale moins 20% de ressources en eau en moins pour 7% de la population mondiale. C'est beaucoup de chiffres. C'est pour rappeler le contexte dans lequel on inscrit aussi ces actions et le fait d'avoir besoin de revoir nos habitudes, d'aller vers une sobriété des usages et de réinventer la manière dont la ressource est gérée. Alors, pour le sujet qui nous concerne, l'industrie, si on prend à l'échelle nationale la répartition un peu de la consommation du prélèvement d'eau, on a l'agriculture qui va concerner 48-50%, les ménages 24%, l'énergie 22% et l'industrie 6 à 8% de l'eau, donc qui est prélevée à l'échelle nationale. Donc on parle d'eau prélevée ici et pas d'eau consommée, et hors barrage hydroélectrique et refroidissement des centrales électriques. Donc l'industrie donc, qui prend ces 8%, on a l'industrie chimique qui est la plus grosse utilisatrice pour un quart des volumes prélevés environ. Et ensuite, on a l'industrie alimentaire, la fabrication de papier, de carton notamment. Et à titre d'exemple, on peut avoir des restrictions de consommation d'eau qui vont impacter sévèrement l'industriel. Par exemple, en 2022, sur 80 sites de papeterie en France, il y en a 14 qui ont été marqués par des restrictions et 3 qui ont dû tout simplement cesser leur activité. Dans ce contexte-là, on a des solutions qui peuvent arriver, qui sont donc, un, de choisir des dispositifs hydroéconomes, deux, d'avoir des process qui incluent une mise en circuit fermé et un recyclage des eaux, et trois, d'avoir des nouveaux procédés plus économes en eau et des changements de pratiques, tout simplement pour moins prélever sur la ressource en eau. Alors on a, pour terminer sur cette introduction à l'eau dans l'industrie, nos activités industrielles, la consommation en eau a diminué depuis 1999 de 20%, principalement dû au ralentissement de certaines activités industrielles, et puis aussi quand même à l'amélioration de process plus économes et au recours pour quelques cas à des circuits fermés, des systèmes de circuits fermés. Voilà, donc on a un enjeu là sur cette quantité, ce nécessaire partage et qui trouve ses solutions dans la sobriété, les solutions techniques et des changements de pratiques. Maintenant, je passe la parole à Simon Nardin, d'Eco Entreprise, pour une présentation du plan eau. Oui, merci beaucoup Simon, merci Mylène, bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Alors effectivement, on voulait compléter donc cette petite présentation avec des éléments sur le plan eau qui permet aussi de répondre aux enjeux que vous a présenté Simon. Donc je pense que vous avez tous en tête hein, ce plan eau qui a été annoncé par le chef de l'État le 30 mars dernier à Savines-le-Lac. Je pense que vous avez aussi en tête le lac de Serponçon qui était à un niveau extrêmement bas. En tout cas, l'idée, c'est aussi bah, de répondre, donc c'est l'idée du gouvernement et du chef de l'État de répondre à ces enjeux que vous a présenté Simon. L'objectif global de ce plan eau, c'est de prélever 10% d'eau en moins d'ici à 10 030 et également d'avoir un objectif de 10% de réutilisation d'ici 2030 avec 1000 projets qui seront mis en avant, notamment l'industrie, puisque ce plan eau n'est pas uniquement focalisé sur l'industrie, hein, il prend en compte l'ensemble des filières économiques et également les citoyens. Mais voilà, il y a un objectif également de mettre 1000 projets en avant. Alors, ce plan eau, il comprend 53 mesures. Je vais vous les épargner, je vous rassure. Je ne vais pas vous détailler les 53 mesures du plan eau. L'idée, c'est juste que vous sachiez que ce plan s'articule autour de trois axes principaux avec trois objectifs, donc répondre à la sécheresse et aux enjeux du changement climatique, préserver la qualité et la bonne répartition de l'eau entre tous et également veiller aux impacts sur la biodiversité. Et puis autour de tout ça, des enjeux évidemment de gouvernance et de financement. Donc voilà, on organise la sobriété, on optimise la disponibilité des ressources en eau, on préserve la qualité. Encore une fois, donc les 53 mesures sont extrêmement détaillées et c'est pas l'objet aujourd'hui. Là, l'objet, c'est vraiment de vous donner des éléments de contexte que vous connaissez certainement. On est sur un champ très large et des mesures qui seront mises en place jusqu'en 2030, donc qui sont aussi variables dans le temps. Pour recontextualiser pardon, sur notre webinaire et sur l'industrie, le gouvernement prévoit d'accompagner au moins 50 sites industriels, alors au niveau des infrastructures, des financements, des sites qui ont le plus fort potentiel de réduction de leurs ressources en eau. Et donc, on parle aussi de sobriété, qui est un des premiers éléments qui permettra aussi de répondre à ces objectifs. Voilà, je ne vais pas, sans mauvais jeu de mots, vous abreuver de chiffres supplémentaires et je vais passer la main tout de suite à mes collègues sur les enjeux liés à l'énergie. Oui, bonjour à tous. Alors sur la partie énergétique, je pense que les constats sont connus de tous, hein. Il y a eu une crise énergétique forte avec le coût de l'énergie et le coût de l'électricité qui a explosé. Globalement, comme pour le milieu de l'eau, hein, donc il y a un besoin en termes de consommation, en termes énergétique qui est de plus en plus important, notamment lié à l'augmentation de la population. Et après, si on se focalise sur le monde industriel, on voit qu'il y a un impact énergétique, un impact carbone qui est fort. Si on regarde les schémas qui ont été réalisés par l'ADEME, on voit que l'industrie fait partie des secteurs les plus impactants en France, hein, sur les gaz à effet de serre. Et plus spécifiquement, on voit qu'il y a la filière chimie, matériaux de construction et métallurgie. Donc globalement, l'industrie a un impact qui est fort en termes d'énergie, d'environnement et économiquement. C'est pourquoi il y a des audits, des diagnostics qui peuvent être réalisés afin de trouver des leviers d'optimisation, d'amélioration. Par exemple, il peut y avoir des systèmes de management de l'énergie, des capteurs. Il peut y avoir de l'intégration aussi de panneaux solaires photovoltaïques pour les enjeux autour de l'autoconsommation. Des enjeux forts aussi sur la rénovation des bâtiments. Et enfin, d'autres exemples autour de l'isolation thermique des réseaux et également de l'étanchéité des réseaux. Alors ça, c'est quelques exemples qui sont issus du plan de sobriété énergétique du gouvernement. Mais le plus intéressant maintenant, ça va être de laisser la parole aux porteurs de projets et aux industriels, voilà, qui travaillent sur ces sujets, qui vont pouvoir faire part de cas concrets. Merci pour ce contexte et ces enjeux. Et donc, on va passer au fameux retour d'expérience en donnant la parole tout d'abord à Rico Denouden d'Ocosco. La parole est à vous. Oui, merci. Oui, je suis le président de ACS France. Et ACS France est le représentant de solutions d'Ocosto.
qui est une innovation qui vient de Pays-Bas. Et moi-même, comme vous pouvez bien entendre, je suis néerlandais. Donc, je m'excuse pour mon accent néerlandais sur les mots français. La solution costaud, c'est, comme on dit, c'est le chaînon manquant sur les solutions énergétiques. Et le chaînon manquant veut dire qu'on a un stockage saisonnier pour stocker de l'énergie dans l'eau. Le concept, plus que pour nous, ce n'est pas important, mais vraiment intéressant, mais pas vraiment important d'où vient qui est la source d'énergie ou qui est le consommateur d'énergie. C'est le stockeur qui est au milieu de ce système énergétique. Et le stockeur, c'est à partir de 100 mètres cubes jusqu'à des milliers de mètres cubes. Je peux faire ça. Oui, ça marche. Pour vous donner une idée, le stockeur, ça c'est une structure, space frame en anglais, une structure en alu qui porte de l'eau est dedans et c'est entouré par isolation et des feuilles qui sont, oui, qui gèrent que l'eau reste dans cette ouais, dans cette stockeur, ouais, bien évidemment. Et sur l'image, sur la photo, c'est une stockeur de, je crois, 500 mètres cubes pour une école au milieu de Pays-Bas. Avec notre solution, là, avec Ocosto, ça vous permet de déconnecter la consommation et la production. Et ça, c'est souvent, si on voit les problématiques des panneaux photovoltaïques, on a maintenant ici aux Pays-Bas, il y a plein de soleil, mais à partir du moment dans les soirées, on a besoin d'électricité pour les lampes, pour la lumière et tout ça, mais on n'a plus d'énergie, donc on a besoin d'une batterie. Et un peu dans le même principe, la solution Ocosto, c'est une très grande chaudière extérieure de votre bâtiment qui peut porter cette énergie pendant toute l'année et recharger plusieurs fois. C'est un jeu de charge et décharge et ça peut bien être chaque 2-3 jours une charge-décharge, mais aussi pendant les saisons. Et l'image sur l'écran, ça représente un peu le rouge, ça c'est le surplus de demande. Et en vert, vous avez le surplus d'énergie de production. Et ça peut être des chaleurs fatales, ça peut être des panneaux solaires, ça peut être même de géothermie. Quels sont les avantages environnementaux du solution? De chaleur, c'est de chauffage 100% sans fossiles. On a 95% moins d'émissions CO2. Et en plus, ça c'est un grand problème maintenant ici aux Pays-Bas, le réseau électrique haute tension c'est saturé. Donc, pour soulager le réseau électrique, nous croyons que notre solution est meilleure par rapport de chauffage et ECS 100% électrique. Les applications sont pleines. On peut être une solution, créer des projets dans la production de stockage et distribution locale, donc un réseau communautaire. On peut bien être
stockage intermédiaire pour, comme de photo des data centers qui a tous un surplus de chaleur et pour gérer le chauffage pour les villages. Et le troisième, c'est l'industrie pour économiser l'achat de gaz naturel et pour avoir moins d'émissions de CO2 et ça, sur la transition énergétique, ça c'est vraiment important. Sur l'industrie, ça c'est un projet qu'on a fait en 2018, donc c'était même avant l'augmentation des prix d'énergie et prix de gaz naturel. C'est un projet 2018 et on a regardé sur le bilan énergétique de cet site. C'est un site pour des productions des repas surgelés. Et on a regardé à leurs problèmes énergétiques et on a décidé, ça c'était l'architecture de la solution, d'avoir une cascade sur les températures de 4 stockeurs, une taille petite moyenne, 250 mètres cubes. Pour chaque paire de leur processus, ils ont eu besoin d'un certain régime de température. Donc avec les 4 stockeurs, on a créé la possibilité de le faire comme ça. Dans la première étape, on a déjà économisé pour eux 25% d'achat de gaz naturel, 11 millions de mètres cubes, au lieu de 5 millions chacun. L'investissement net, parce que ça était bien subventionné pour la création du projet, c'est un investissement net pour cette entreprise de 400 000 €. Et pour la deuxième phase, il reste encore une possibilité d'économiser à peu près de 2 millions de mètres cubes de gaz. Mais malheureusement, ils n'ont pas fait la deuxième phase à raison de le marché pendant le Covid. Leurs clients primaires étaient comment dire ça, comme Air France. Et c'était pendant le Covid, c'était tout changé. Donc maintenant, ils ont dit, OK, la première phase, c'est déjà une économie pour nous qui est géant. Et peut-être dans l'avenir, on va prendre la deuxième phase. Donc, il y a plein de possibilités. Pour les industries, on a un peu d'expérience sur le food sector. Donc, en tout cas, nous croyons que le stockeur intersaisonnier avec l'énergie dans l'eau, c'est le chaînon manquant pour trouver une solution efficace sur la transition énergétique. Merci. Merci à vous. Alors, est-ce qu'il y a quelques questions dans le chat? Alors, il y en a une. Alors, cette solution permet-elle de stocker la température pendant combien de jours et à quelle température? Le régime de température de stockeur, c'est entre 15, ça c'est le minimum, et 95 degrés, 90-95 degrés, ça c'est le régime. Et la période pendant on peut stocker le chaleur, ça dépend en votre temps ça prend pour charger et décharger. Si on parle des bâtiments et pour ECS chauffer des bureaux, par exemple,
on peut bien mettre en place une stockeur de 500 mètres cubes et ça suffit pour toute la période, toute l'année. Mais si on parle d'être une stockeur intermédiaire pour des champs avec des panneaux solaires de grande production, ça peut être quelques heures. C'est en fonction du projet. Merci. Il y a une deuxième question. Les pompes à chaleur sont-elles obligatoires et quel est leur rôle dans le système? En théorie, les pompes à chaleur ne sont pas obligatoires parce qu'on peut gérer les températures avec notre logiciel à une température nécessaire pour les bâtiments. Donc, en théorie, ils ne sont pas obligatoires, mais pour une sorte de sécurité, on dit oui, c'est mieux d'avoir une pompe à chaleur. Et le rôle, c'est juste pour du moment il a eu une période bien froide et plus de consommation comme prévu, d'avoir la possibilité de livrer le chaleur à la température souhaitée. Et dans l'image que vous avez vue pour ce projet industriel, il y a en total 4 pompes à chaleur pour créer la situation des cascades et aussi pour livrer le chaleur nécessaire, la température nécessaire, mais aussi pour créer le froid et pour créer le flux vers le stockeur. Donc, sur les projets industriels, on peut bien dire qu'ils sont obligatoires. Pour des autres projets, on peut le discuter. Sur la durée de stockage, c'est en gros c'est en fonction du projet. Si vous avez une période de déchargement de 2 semaines, parce que c'est votre besoin d'énergie, et on peut le charger pendant les semaines, c'est une période de 2 semaines. Si on voit le stockage saisonnier, comme saisonnier, on toujours fait le calcul de créer un bilan énergétique à partir de janvier jusqu'à et inclus décembre, bien sûr. Et on va prendre la possibilité de production, bien évidemment pendant l'été, et la consommation pendant l'hiver et l'automne. Et ça doit être comment dire ça? Ça doit être équilibré. C'est un bilan énergétique pendant toute l'année. Donc, la durée de stockage, c'est en fonction du projet. Merci. Parfait. Alors, voilà, il n'a pas d'autres questions, donc Mylène, tu peux poursuivre. Merci, Monsieur Denouden. Merci, Simon, pour les questions. Et on va enchaîner du coup sur la présentation suivante, donc avec Samuel Paulet-Sourzac de l'entreprise IRH, qui va nous parler d'économie d'eau en industrie. Bonjour à tous. Merci aux organisateurs et merci aux participants d'être présents. Voilà, les économies d'eau, je vais me focaliser aujourd'hui sur l'industrie agroalimentaire, sur la thématique mieux piloter pour mieux consommer, la thématique du webinaire du jour. Donc, je fais partie d'IRH Ingénieur Conseil qui est membre d'Antea Group depuis 2016. Donc, on a un gros bureau d'études en environnement multimétier et je vous parle spécifiquement de l'équipe dans laquelle je travaille, qui est l'équipe traitement et gestion des eaux industrielles, TEI. Donc, on est 23 collaborateurs à travers la France pour offrir à nos clients spécifiquement industriels une réponse spécifique aux besoins des industriels en matière de gestion et traitement des eaux industrielles, donc, dans une démarche d'optimisation technique et économique. On accompagne nos clients durant tout le cycle de vie des projets, du conseil expertise initiale, au diagnostic, études et audit, donc là on va au cœur de l'usine et du process, jusqu'aux étapes de suivi de travaux, assistance
à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, conception, réalisation. On a 2 équipes complémentaires chez nous qui travaillent dans d'autres utilités, d'autres types de fluides, l'air et l'énergie. Donc avec les 3, on a les 3 utilités principales d'une entreprise et également des rejets. Donc si on arrive à concilier l'eau, l'air et l'énergie, là ça fait un trio gagnant et ça raccroche un peu la thématique du jour eau et énergie, sur laquelle je rajoute donc la thématique de l'air. Le stress hydrique, on le connaît, on en a déjà parlé en introduction. Voilà quelques cartes du site ProPluvia pour ceux qui ne le connaissent pas, qui permet de suivre un petit peu l'évolution du stress hydrique au cours de l'année. On a fait quelques captures d'écran pour voir les évolutions, mars, avril, mai. Donc il y a eu un nouveau palier qui a été franchi avec des sécheresses quand même précoces cette année. Ça s'est accentué dès mars-avril. Ça laisse présager des mois d'été difficiles. Et en rappel, vous avez l'exemple de septembre 2022 qui donne une carte bien rouge. J'ai fait le travail aujourd'hui de regarder au jour d'aujourd'hui et bon, la carte de mai 2023 est encore un peu trop blanche par rapport à la situation déjà d'aujourd'hui et qui s'aggrave de jour en jour. Donc une pression croissante sur les prélèvements et des arrêtés sécheresse qui arrivent et des plans de sobriété hydrique. Donc ça a été lancé notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et ça devrait se développer un petit peu partout sur l'ensemble des régions. C'est ce modèle de PSH qui est de plus en plus demandé auprès des industriels. Je fais un petit parallèle aussi sur l'actualité réglementaire avec un arrêté qui est sorti le 30 juin, donc tout frais, relatif aux mesures de restriction en période de sécheresse portant sur le prélèvement d'eau et la consommation d'eau des installations classées pour la protection de l'environnement et qui définit notamment pour certains secteurs d'activité des pourcentages de réduction d'eau nécessaires et ça va jusqu'à 25% d'économie d'eau prélevée en situation de crise. Donc la réglementation avance. Pour l'industrie agroalimentaire, on attend encore des textes pour avoir un petit peu plus de précision sur ce qu'on est capable de faire. Et je vais vous montrer un petit peu ce que nous on propose en termes d'études auprès de nos industriels. Donc la méthodologie globale, c'est un état des lieux de l'existant, une photographie à l'instant T, une campagne de mesure ou de suivi pour compléter les données qui sont disponibles et avoir un maximum d'informations précises sur des durées suffisantes et suffisamment de données pour pouvoir ensuite compiler tout ça et mener une étude technico-économique de propositions, de solutions à mettre en œuvre pour réduire ou limiter au maximum la consommation d'eau, soit toute l'année, soit en période de sécheresse, soit des combinaisons un petit peu de ces 2 étapes. Je vais directement passer à la partie études technico-économiques et vers les solutions. Donc la première étape, c'est la plus importante évidemment, c'est l'économie de l'eau. La meilleure, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ça, c'est le principe de sobriété. Donc ça peut passer par des solutions techniques, mais également des mesures organisationnelles. Donc il est primordial en parallèle de mettre en place les outils de suivi qui vont permettre de maîtriser ces consommations, avec des indicateurs, avec des objectifs, des seuils d'alerte pour enclencher rapidement des actions correctives. Ça demande évidemment l'implication de tous, de la direction jusqu'aux opérateurs et sur le long terme. Donc l'objectif notamment, c'est d'améliorer par exemple des pratiques de nettoyage, travailler sur les modes opératoires, travailler sur les enchaînements de production pour limiter déjà, réduire au maximum la consommation d'eau. Donc nettoyage, ça peut être modification de la durée, modification des pressions d'utilisation, de la température, changer des éléments, des équipements comme les buses, modifier les produits de nettoyage. Au niveau des équipements, ça peut être un choix de technologie économe, comme les stérilisateurs, les cabines de douchage, les tunnels de lavage contre le lavage manuel par exemple, et l'alimentation en eau sur cycle de marche ou détection. On voit malheureusement encore trop souvent, c'est vrai, des systèmes d'eau qui tournent alors que la ligne est complètement à l'arrêt. Donc ça arrive sur des périodes de pause, des périodes un peu plus longues. Donc ça, c'est voilà, des choses qui peuvent être mises en place et qui peuvent permettre déjà d'économiser de l'eau, on va dire, de manière assez facile et avec une mise en place rapide et des gains directs. Au niveau des utilités, ça peut être la suppression de boucles de refroidissement ouvertes, comme le refroidissement des machines de conditionnement,
optimiser les circuits des tours aéro-réfrigérantes, remplacer par des technologies moins consommatrices, et également limiter les pertes sur le traitement d'eau. Donc, nombreux industriels ont des procédés d'osmose pour avoir de l'eau osmosée ou des adoucisseurs pour avoir de l'eau adoucie. Et on a parfois on peut limiter les pertes et on a parfois des rejets qui sont potentiellement réutilisables pour des activités qui demandent une qualité d'eau une qualité d'eau moindre. Voilà pour la réduction à la source. L'étape d'après, ça va être le réemploi de l'eau au plus près d'autres étapes de procédés. Dans l'arrêté que je viens de vous préciser, c'est des eaux de processus recyclés. Donc voilà le terme qu'on va désormais employer. On va s'appuyer aussi sur la réglementation pour ne pas se perdre aussi dans tout le vocabulaire reuse, recyclage, reuse, etc. Donc là, c'est le réemploi d'eau peu chargée pour une utilisation au plus près du point de rejet. Pour les exemples dans l'industrie agroalimentaire, triperie, boyauderie, voilà, les eaux de raffineuses vers des équipements plus sales. L'exemple du tunnel de lavage avec la réutilisation de rinçage, donc la dernière eau pour la première étape, le pré-lavage. Si on passe maintenant encore à un stade un peu plus haut, donc l'utilisation des eaux non conventionnelles sur des postes internes à l'entreprise. Donc on était au cœur de l'usine avec la réduction des consommations d'eau, au cœur de l'usine avec les autres processus recyclés. Là, on se place à l'échelle complète de l'industriel et on va regarder toutes les eaux qui sortent du site, donc les eaux pluviales et les eaux usées traitées, on va appeler eau non conventionnelle, et on va regarder quelles sont les applications sur lesquelles on pourrait utiliser cette eau ou ces eaux et quelle qualité est nécessaire. Donc les usages autorisés actuellement en agroalimentaire, c'est les utilités et les utilisations sans rapport avec les denrées alimentaires, donc ça c'est très strict et précisé. Il y a des expérimentations qui sont menées sur différentes thématiques et on va avancer, on l'espère tous, vers petit à petit des réutilisations de plus en plus importantes à l'intérieur de l'usine. Et les exemples d'usage dans l'industrie de la viande, donc ça peut être le lavage des camions, le nettoyage des aires d'attente des animaux par exemple, un appoint pour les tours aéro-réfrigérantes ou le nettoyage au niveau de la station d'épuration ou même l'utilisation d'eau pour préparer des coagulants, des flocculants, préparer des produits qui sont utilisés au niveau de la station et qui ne demandent pas une eau non plus de qualité très, très, très importante. Voilà, il faut définir le traitement à mettre en œuvre selon la qualité des eaux, évidemment à réutiliser, et la qualité requise sur les usages. Donc ça, c'est parfois la question un peu difficile à répondre. On nous dit, voilà, on veut réutiliser notre eau, quelle qualité vous voulez? Bon, la même eau que j'ai aujourd'hui, alors si on veut faire de l'eau potable, c'est un petit peu compliqué. Si on veut faire des eaux de qualité un peu moindre, il faut définir ensemble avec l'industriel quelle est la qualité optimale et quels sont les paramètres rédhibitoires et donc associer à ce moment-là les traitements complémentaires nécessaires pour retirer telle ou telle pollution organique, pollution de matière en suspension particulière par exemple et autres. Donc on a la filtration sur sable qui peut être étudiée, la filtration membranaire et la désinfection selon les usages aussi dans lesquels sera réalisée la réutilisation d'eau. Donc on étudie la faisabilité technique, on fait un prédimensionnement jusqu'à la possibilité de mettre en place des pilotes industriels sur site avec quelques freins malgré tout à toutes ces études et ces mises en place de procédés et d'applications, des freins sanitaires, des freins réglementaires et des freins administratifs. Mais ça reste possible et on y croit tous. Alors là, on passe à une échelle encore un peu plus large et là, on parle de projets d'économie circulaire. C'est vrai qu'en France, c'est encore un petit peu frileux, mais on va y arriver, hein. Puis il y a des expérimentations déjà qui sont en cours, il y a des études déjà qui sont menées. On a des industriels qui nous sollicitent aussi sur cette thématique-là. Donc là, c'est économie circulaire. Donc on sort de l'échelle de l'industriel et on va voir tous les voisins. Alors on va voir les voisins parce qu'on va rester à proximité pour pas non plus faire des kilomètres de réseau, des kilomètres de tuyaux et simplifier, regarder autour quels sont les acteurs locaux présents, quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs besoins, quels sont leurs volumes d'eau potentiels, à quel moment, la qualité, et essayer de concilier un petit peu tout ça. Donc il y a des enjeux de gouvernance qui sont très importants dans ce type de projet, donc il faut vraiment mettre tous les acteurs, collectivités industrielles et agriculteurs autour de la table pour que ce projet puisse voir le jour. Et là, on peut penser à de la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures
sur, par exemple, l'arrosage d'espaces verts, de stades, le lavage de voiries, ou voire de l'utilisation même pour le process industriel, selon le domaine d'activité dans lequel on se trouve. C'est des projets de compensation à l'échelle du bassin et ça permet d'éviter le remplacement de réseaux AEP par endroit. Il peut y avoir de l'infiltration des eaux pluviales sur place aussi. Et on peut avoir de la renaturation de zones humides, notamment. Voilà. Donc là, je fais un focus sur un exemple de tableau synthétique des actions qui sont hiérarchisées pour le secteur de l'agroalimentaire. Donc là, c'est un tableau de synthèse, un outil d'aide à la décision qu'on propose à nos clients industriels. Et on a différentes actions possibles qui ont chacune un budget, un gain en volume, le pourcentage que ça représente sur la consommation d'eau générale du site et le retour sur investissement. Puis on détaille les avantages, les inconvénients et on commente chacune des étapes. On met un code couleur pour faciliter la lecture. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qu'il y a dans ce tableau, mais on voit que pour des budgets relativement faibles, on a des retours sur investissement très rapides. On prend l'exemple du remplacement des bus de nettoyage en colonne 2, 3 jours de retour sur investissement. Donc là, c'est pour un budget de 400 €. Donc là, on a et un gain de 8% en termes de consommation d'eau. Donc là, on a un gain direct, voilà. À l'industriel, il ne réfléchit pas pour le faire, il le fait immédiatement. Et après, on a des durées un petit peu plus grandes. Toutes les premières colonnes correspondent à des réductions à la source. Étape numéro 1, la première à réaliser au maximum, selon évidemment les budgets disponibles pour pouvoir le mettre en place. Et si on passe après à des actions à échelle un petit peu plus grande en termes de recyclage, évidemment, ça demande des investissements qui sont un peu plus importants. Dans l'exemple, entre 10 000 et 50 000 €. Un gain de 5%. Donc, vous voyez, qui est important, mais il y a certaines actions de réduction à la source qui ont des gains beaucoup plus importants pour des prix beaucoup plus intéressants. Donc, tout est à mettre en perspective. Et l'étape complémentaire. Alors, l'étape complémentaire, on va passer à des gains en pourcentage beaucoup plus importants. Là, c'est la réutilisation des eaux usées traitées. Là, on voit qu'on atteint les 15%. Et c'est vrai que si on veut atteindre notamment en situation de crise les 25% qui sont demandés par l'arrêté pour les ICPE qui consomment plus de 10 000 m3 par an, pour atteindre le 25%, la réduction à la source le permet, mais s'il y a déjà des nombreuses actions qui ont été menées par l'industriel, ça devient compliqué d'aller chercher les derniers pourcents. Et recyclage ou réutilisation des eaux usées traitées deviennent nécessaires si on veut atteindre les 25% de réduction des consommations d'eau. Ou alors, mais chose qu'on évite au maximum, limitation de la production et arrêt de certaines lignes, voire de certains ateliers en situation de crise. Voilà. Donc en résumé, c'est une démarche qui est décidée et qui est décidée par la direction et insufflée à tous les niveaux de l'organisation. Ça, c'est indispensable que ce soit pris en main par tous les employés de l'usine et de l'industrie, qu'il y ait du coup de la communication qui soit menée là-dessus, que ce soit un mouvement général. S'il y a un des échelons où ça bloque, ça ne fonctionnera pas. Pareil pour les économies circulaires, il faut que tous les acteurs soient autour de la table et se mettent d'accord et aillent dans la même direction. Ça nécessite une connaissance exhaustive des consommations. Donc ça, c'est le travail qu'on mène d'études approfondies au sein de l'usine pour connaître précisément les besoins, les débits, les quantités, etc. Et ça permet d'identifier les leviers d'action grâce au tableau d'outils d'aide à la décision qu'on vient de voir. Les actions à court, moyen terme, qui n'engagent pas forcément des budgets élevés, et ça permet de faire un plan d'action sur 5, 10, 15, 20 ans pour l'industriel. Quels sont les gains, quelles sont mes perspectives d'évolution et comment je vais pouvoir concilier tout ça avec les ressources disponibles. Voilà, donc ça conduit à des résultats, des réductions qui vont de 10 à 40% de la consommation non globale. Ça permet une gestion raisonnée de la ressource, moyennant évidemment un suivi régulier et des actions correctives, parce qu'il faut mettre en place les choses, mais après il faut qu'elles soient suivies, menées, confortées, et que ce soit dans un développement et une amélioration continue. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation et je vous remercie pour votre attention. Merci Samuel. On va regarder également du côté du chat s'il y a des questions. Oui.
Alors là, il y a une question sur les supports qui seront envoyés, mais oui, donc il y a l'enregistrement du webinaire qui est en cours et sauf si je me trompe, les supports pourront être communiqués aux participants. Oui, N'est-ce pas, oui, Mylène? oui. Voilà, c'est parfait. Voilà, et puis une question sur les pistes pour réutiliser l'eau rejetée par l'osmoseur, car cette eau est très chargée en minéraux. Alors c'est une très bonne question qu'on se pose régulièrement. Notre première étape, nous, ça va être de mesurer, en effet, de faire un bilan ionique, mesurer la salinité de cette eau. C'est pas toujours la même selon l'eau qui est osmosée, évidemment, au départ. Si on a une eau de forage, si on a une eau potable n'est pas la même qu'une autre eau potable, donc on a vraiment quelque chose de spécifique à chaque fois. Et il ne faut pas engendrer des problèmes de corrosion ou d'entartrage avec l'utilisation de cette eau aussi. Donc ça va vraiment dépendre des usages. Alors voilà, des lavages de sol, par exemple, ça doit pouvoir être envisagé avec ce type d'eau. Voilà, ça va vraiment être des utilisations nécessitant une eau de faible qualité qui va être utilisée et ne nécessitant pas non plus l'utilisation, qu'il n'y ait pas ces problèmes d'entartrage et de corrosion dont j'ai parlé au niveau des tuyauteries ou au niveau des équipements qui utilisent cette eau. Voilà. Mais ça représente par contre des volumes en général importants. Et donc on essaye au maximum de les réutiliser. Mais ça reste malgré tout une problématique assez complexe, c'est vrai. Alors, s'il n'y a pas d'autres, merci pour votre réponse. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions qui arrivent, on peut peut-être passer à la suite. Et puis, de toute façon, n'hésitez pas à continuellement ajouter vos questions si d'autres vous viennent. Et à la fin du webinaire, on aura un temps de micro ouvert si le temps nous le permet. Parfait, merci Simon. Du coup, on va passer au dernier retour d'expérience. Donc Thomas Moret de la société Voltalia. Bonjour à tous, donc effectivement Thomas Moret, société Voltalia. Donc je vais vous présenter rapidement qui est la société Voltalia. Donc Voltalia est une entreprise du groupe de la famille Muliez. Nous sommes une entreprise à mission. Notre mission est d'améliorer l'environnement mondial et de favoriser le développement local. Donc on a différents postes en fait sur ces axes-là. En faveur de l'esprit d'équipe, l'entrepreneuriat, l'ingéniosité et l'intégrité. L'idée, en fait, au niveau de Voltalia, est vraiment de s'appuyer sur les différentes marques de notre groupe pour aller accompagner la partie industrielle, retail, sur l'ensemble des chaînes de valeur. Et on va depuis un panneau jusqu'à, on va dire, une multitude de panneaux. On est aussi spécialisé dans l'éolien, dans l'hydraulique et dans le stockage. Voilà. On commence à se pencher sur l'hydrogène aussi, sur la production d'énergie renouvelable. Voltalia est assez célèbre dans le milieu aujourd'hui, puisqu'on a contracté, on est spécialisé dans les corporate PPA, c'est-à-dire qu'on est producteur d'énergie et on vient revendre de l'énergie à des gros industriels ou des entités comme par exemple Leroy Merlin. On a signé avec Renault aussi une fourniture de 350 mégas sur leurs usines et sur l'ensemble des entités du groupe. On fournit la SNCF et d'autres, on va dire, grandes entreprises. Donc l'idée, c'est de produire de l'énergie au plus proche et ensuite de la dédier à un consommateur qui sera forcément un gros industriel. Donc, dans le schéma que je vais vous présenter, effectivement, on voit que les industries agroalimentaires elles fournissent des produits alimentaires matériels à la population. Donc, vous allez avoir une industrie aujourd'hui qui va jouer on va dire, un rôle clé dans le bien-être et dans les différents produits. On voit qu'il y a plusieurs axes au niveau économique, au niveau social et environnemental. Donc, je vais rapidement passer sur les intérêts de passer au renouvelable en complément de votre consommation de base, c'est-à-dire réduire. Alors, la première chose, c'est réduire les coûts énergétiques. L'autoconsommation photovoltaïque permet aux industries de produire leur propre électricité à partir de sources renouvelables, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des fournisseurs d'énergie conventionnels. Donc on voit qu'elle est aussi
cumulé, puisque la présentation que vous avez eue tout à l'heure de mon collègue intégrait aussi une suggestion d'énergie photovoltaïque ou solaire thermique. Les coûts énergétiques sont réduits sur l'énergie solaire, est gratuite et limitée une fois que le système est installé, ce qui permet aussi d'avoir des économies significatives sur la facture d'électricité à long terme. On a aussi une diminution de l'empreinte carbone en utilisant l'énergie solaire pour alimenter les opérations. Les industries vont réduire leur impact environnemental en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Je reviendrai tout à l'heure avec quelques petits graphiques pour vous donner des idées de consommation de CO2 par rapport à différentes énergies. L'énergie solaire est une source d'énergie propre et renouvelable, ne produisant pas de pollution atmosphérique ni de déchets dangereux, ce qui contribue à la préservation de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique. On peut aller vers de l'indépendance énergétique en fonction des consommations. Alors, c'est vrai que ces industries-là ont des consommations qui sont assez élevées. Donc, on a toujours un pourcentage, et je vous montrerai un cas concret après, qui représente alors un faible pourcentage parce que ça dépend, on va dire, de la configuration des bâtiments. Mais justement, à travers certains leviers et compléments, on peut avoir des leviers d'autoconsommation et de participation à des corporate PPA en fonction de la consommation du groupe, en fait. Voilà. Donc, l'autoconsommation photovoltaïque permet justement de réduire cette dépendance aussi aux fournisseurs d'énergie traditionnels et vous permet aussi de maintenir un coût du kilowattheure qui est fixe sur un nombre d'années entre 20 et 30 ans. Et d'autres avantages potentiels, on va dire, l'amélioration de l'image de la marque par rapport à la responsabilité environnementale, la réduction des risques liés aux fluctuations des prix de l'énergie, dont je viens de vous en parler, et les opportunités de diversification en termes de sources de revenus, puisque vous allez avoir un mix en fait qui va être entre l'autoconsommation et la revente de l'excédent d'énergie. Donc, on a pris un bâtiment qui est situé dans le département de la Mayenne. Nous, on est implanté à Montpellier, mais j'ai pas forcément voulu prendre un bâtiment à Montpellier exprès pour montrer qu'on peut faire ça partout en France et on fait ça aussi beaucoup partout dans le monde. Alors, par contre, je vais juste passer sur un autre écran parce que voilà. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui au niveau du sujet, c'est que lorsqu'on fait une étude d'impact, on analyse en fonction de la localisation du bâtiment et on fait une étude de masse. Cette étude de masse va nous permettre de sortir en fait une production mensuelle et annuelle cumulée pour savoir quel va être le taux d'irradiation en fait du bâtiment. On peut faire ça sur plusieurs bâtiments, hein, puisque aujourd'hui on a la capacité d'aller alimenter plusieurs bâtiments proches les uns des autres. Et ensuite, on en sort justement une irradiation annuelle, une irradiation moyenne et une production moyenne par le solaire photovoltaïque. Donc, par exemple, sur ce bâtiment, ce qu'on voit aujourd'hui, et il y a différentes lois qui sont sorties, comme la loi Elan, et vous avez certaines obligations qui sont dans la construction de bâtiments neufs à intégrer soit de la végétalisation en toiture, soit du photovoltaïque. Donc là, en l'occurrence, c'est un bâtiment qui était déjà existant et on a certaines contraintes par rapport aux toitures sur le fait qu'elles soient PV ready ou des problèmes de poids au niveau des charpentes en fonction de la zone dans laquelle elles sont implantées. Donc sur ce bâtiment, on a vu qu'il y avait eu des extensions qui avaient été faites au fur et à mesure des années et que seules 2 extensions en fait du bâtiment pouvaient accueillir des panneaux solaires. Donc on a fait un calpinage avec un détail au niveau des toitures et ça nous permettait en fait de dédier la partie est et la partie sud du bâtiment avec une surface d'environ 3000 m². Au cumulé, ça fait à peu près 1233 panneaux d'une puissance de 405 watts crête et on arrive à une puissance à peu près légèrement inférieure à 500 kg. Voilà. Donc,
Au niveau des informations, sur le site, alors on a une consommation totale annuelle de 13 mégas, ce qui fait qu'on va produire avec le photovoltaïque, on va être sur 531 000, donc 500 mégas kilowattheures, alors 13 gigas, pardon, et on a 500 mégas qui vont être produits avec le photovoltaïque. Donc, on a effectivement une décorrélation, enfin une couverture assez faible de la consommation du site, mais l'objectif, c'est vraiment d'être en dessous de la consommation du site pour éviter d'avoir un excédent trop fort. L'idée, c'est vraiment de stabiliser la consommation. Donc là, dans ce cas-là, on aurait un apport qui serait différent avec des centrales plus importantes. Dans le cas d'un bâtiment neuf, on arrive à avoir des puissances qui sont bien supérieures et on arrive à couvrir des pourcentages de la consommation qui sont beaucoup plus importants. Ce qu'on voit aussi dans la consommation du site, c'est qu'on a une augmentation de la consommation l'hiver, due essentiellement au chauffage. Le chauffage génère plus de consommation que la climatisation par rapport à l'activité du site. Ce qu'on voit aussi, c'est que lorsqu'on a une courbe de Gauss sur le photovoltaïque, on va forcément avoir une production, on va dire, plus faible l'hiver, qui là, dans ce cas-là, est inversée par rapport à la consommation du site. Vous avez donc sur la partie basse quelques graphiques sur les consommations et les empreintes carbone du photovoltaïque par rapport aux autres énergies. Vous avez aussi par rapport à la consommation d'eau par rapport au photovoltaïque. Donc sur celui du bas, on voit que le photovoltaïque génère plus de consommation d'eau que le gaz, moins que le nucléaire et beaucoup moins que le charbon. Et donc ça, c'est lors de sa conception et de sa production. Et par contre, en termes d'impact sur la couche d'ozone et d'empreinte carbone, on fait partie des plus performants. Alors après le nucléaire, forcément sur l'empreinte carbone, et sur l'impact sur la couche d'ozone, on a l'impact le plus faible sur le photovoltaïque. Donc, ce qu'on voit sur le schéma, c'est que on a donc un coût de 0,13 centimes qui représente la moyenne pondérée du tarif d'achat sur l'électricité sur 20 ans. On a un temps de retour sur investissement dans ce cas-là qui est de l'ordre de 6 à 7 ans en autoconsommation hors frais de raccordement. On aura quasiment l'identique si on venait faire de l'injection réseau complète en revente totale. Ce qu'on voit, c'est que donc les 7 ans sont quand même un retour assez rapide, malgré la faible production du site due à la contrainte des bâtiments. En général, on peut tout de suite couvrir aussi de l'ombrière de parking si on a besoin de venir suppléer l'industriel dans cette partie de production. Donc, c'est soit en toiture, soit en ombrière, soit au sol, en fonction de ça. Et alors, après, lorsqu'on a des consommations qui sont beaucoup plus importantes, on peut passer sur des champs photovoltaïques au sol, dédiés, par exemple, que vous pouvez voir le long des autoroutes ou sur des carrières ou sur des terres qui ne sont pas exploitables, en fait, au niveau agricole. Et on dédie la consommation. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un temps de retour sur investissement et de coller on va dire la performance du système avec la consommation du site et l'activité, on va dire, industrielle du site. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci à vous pour cette présentation. Est-ce qu'on a quelques questions, Simon, dans le chat? Oui, alors merci monsieur. Il y a une question sur la durée de vie estimative des panneaux et les types de déchets générés en fin de vie de ces panneaux. Est-ce que vous pouvez Alors aujourd'hui, on est effectivement. Donc aujourd'hui, on est sur des durées de vie qui sont de l'ordre de 30 à 40 ans au niveau des panneaux. On a la filière qui est bien, on va dire, construite maintenant sur le recyclage des panneaux. On arrive à recycler entre 95 et 97% des panneaux solaires.
Et on a même on va dire du système de réutilisation en fait des anciens panneaux et on a toute une filière avec 2 usines de recyclage en France. Donc on peut très bien envisager d'enlever les panneaux qui baissent en production et les remplacer par des nouveaux. Et ensuite, ces panneaux vont être réutilisés pour d'autres applicatifs, par exemple sur du site isolé ou sur des barrages. Nous, on utilise par exemple les panneaux qui ont des baisses de production pour aller faire du stockage. Et sur nos sites, lorsqu'on construit en fait des sites où on n'a pas d'électricité, bah, on vient faire un mini centrale photovoltaïque pour alimenter la base vie ou des choses comme ça. Merci. J'ai une question puisqu'on est sur cette diapo, sur le temps de retour sur investissement, donc 6 à 7 ans, et hors frais de raccordement. Est-ce que du coup vous avez une idée si ça change significativement le temps de retour sur investissement si on prend en compte les frais de raccordement? Alors en fait, ça dépend on va dire, du réseau dans lequel le bâtiment est implanté. Ce qu'on voit sur la revente totale, si on dédiait la totalité au réseau Enedis, on va avoir des coûts de raccordement qui vont varier, on va dire, entre 5 000 et 50 000 euros. En fonction du nombre d'entreprises qui sont dans la zone industrielle. Lorsqu'on est sur de l'autoconsommation et que l'on va passer sur de l'autoconsommation sans surplus, on va être sur des puissances qui vont être, enfin des coûts qui vont être inférieurs à 20 000 euros. Donc sur un montant, là, on est entre 400 et 500 000 euros sur des puissances comme ça, en termes d'investissement. Ça ne va pas changer énormément le temps de retour sur investissement. On sera à l'ordre de 3-4 mois. Merci. Après, on demande toujours une étude d'impact en fait à Enedis avant, qui est une condition suspensive, hein, puisque ça reste un organisme externe et qu'on ne le maîtrise pas. Donc on a du mal à l'évaluer de la part d'Enedis. Il y a toujours possibilité de négocier aussi, parce qu'ils essayent de faire prendre en charge souvent sur l'extension du réseau ou le renforcement du réseau pour leur propre compte. Donc il y a toujours quelque chose à avoir avec eux en général en négociant si les coûts étaient exorbitants. Mais voilà. Alors, il n'y a pas d'autres questions ou remarques dans le chat. Alors du coup, les micros et les vidéos des participants étaient ouverts, donc on avait prévu de se garder un petit temps, là, 10 minutes de questions-discussions, justement pour aller peut-être plus loin ou que vous puissiez aussi vous interagir directement avec les intervenants. Donc n'hésitez pas à activer votre micro ou lever la main si vous souhaitez intervenir ou poser des questions en direct. Bonjour, je suis Alexandra Mignon, je suis rattachée au commissariat à l'énergie atomique sur le site de Cadarache. Je travaille au service technique du site et je suis plus particulièrement rattachée à ce qu'on appelle le cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'on fournit de l'eau on fournit de l'eau potable aux différents bâtiments du site et ensuite on traite l'ensemble des effluents. Donc, je suis dans cette partie-là de l'activité. Et du coup, par rapport à tout ce qui était réutilisation des eaux traitées d'un site, je me posais la question une fois, parce qu'on traite quand même des gros volumes, je me posais la question par rapport à la réutilisation. Est-ce que cela sous-entend derrière qu'il faut stocker l'eau traitée et ensuite recréer des réseaux de distribution à nouveau de l'eau au niveau des procédés? Est-ce qu'on a sur les sites industriels déjà qui pratiquent déjà cette réutilisation? Qu'est-ce qu'on a mis en place en fait pour la réutilisation de l'eau? On peut déjà apporter des éléments de réponse. Le stockage, oui, évidemment, c'est important. Donc, quel est le rejet, quelle est la demande? C'est un petit peu qui va nous définir le volume de stockage, mais dans tous les cas, il y aura une bâche ou une cuve de stockage. C'est indispensable à chaque fois pour pouvoir envoyer ensuite cette eau au bon débit, donc avec la bonne pompe à tel ou tel endroit. Le traitement, donc on va stocker cette eau, on va traiter l'eau avant de la mettre dans cette cuve. On va en général traiter également l'eau pour l'envoyer sur les différents usages.
en général à minima une désinfection, hein, soit de l'UV, soit de la chloration, soit les deux, selon les usages évidemment, mais on va éviter la partie bactéricide et le stockage de l'eau peut générer développement algal ou développement bactérien, donc on va l'éviter au maximum. Pour tout ce qui est réseau derrière, il y a un peu toutes les configurations qui peuvent exister. Ça va évidemment dépendre aussi de la taille du site et de là où on doit renvoyer cette eau. Soit un réseau spécifique, si le site le souhaite et si les moyens sont possibles, soit le renvoi sur une nourrice d'alimentation en eau de forage. C'est ce qu'on est actuellement en train d'étudier sur un site industriel. Donc récupération d'eau pluviale, stockage, traitement relativement faible puisqu'on est sur des eaux de toiture, donc peu polluées, cette désinfection malgré tout et le renvoi dans la nourrice d'alimentation d'eau générale du site complet. Donc ça évite aussi des frais trop importants en termes de réseau et c'est des choses qui sont possibles. Avec évidemment un disconnecteur, mais ensuite l'envoi de cette eau un peu partout comme le chemin habituel qui se faisait via l'eau de forage pour ce site industriel par exemple. D'accord. Merci. Avec plaisir. Juste pour vous préciser que toute la partie, notamment réutilisation eau non conventionnelle, on abordera aussi un peu plus en détail ce sujet lors d'un prochain webinaire. Donc, comme il y avait beaucoup de questions sur le sujet, on espère qu'on pourra également vous apporter des éléments de réponse sur une prochaine rencontre. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on enchaîne tout simplement sur le reste du programme. Donc, avant de clôturer, on voulait vous présenter effectivement quelques outils financiers qui existent, qui sont actuellement disponibles pour justement accompagner notamment les industriels dans la mise en place de solutions eau et énergie. Et donc, je vais laisser la parole tout d'abord à Simon pour vous présenter les outils des agences de l'eau. Oui, alors ces agences de l'eau, donc c'est d'un côté Adour-Garonne pour l'appel à projet que vous voyez sur la gauche de la diapo. Il est sorti en début d'année, donc il concerne l'économie et l'efficience de l'eau avec 3 thématiques. D'une part, la gestion de la ressource et l'économie d'eau en agriculture, donc tout ce qui va concerner les transitions agroécologiques, l'optimisation des ouvrages existants, la réduction des prélèvements de l'eau potable pour l'élevage. Une deuxième thématique, l'économie d'eau en industrie. Donc, comme on l'a vu en partie dans ce webinaire, les projets de recyclage, de circuits fermés, par exemple. Et l'économie d'eau dans les collectivités, donc avec l'optimisation de l'arrosage des espaces verts, par exemple, l'efficience de l'usage d'eau potable dans les bâtiments collectifs. Il a le dépôt en termes de calendrier, on a une date le 30 septembre pour dépôt de la lettre d'intention. Et puis, le dépôt des dossiers finalisés avant le 30 août 2024. Voilà pour l'appel à projet économie et efficience de l'eau de l'Agence de l'eau Adour-Garonne. Et ce lundi, donc 3 juillet, est sorti l'appel à projet de l'Agence de l'eau RMC, accompagner la sobriété en eau des acteurs économiques hors agricole. Alors, hors agricole, on concerne, c'est-à-dire en fait tout ce qui est production d'alimentation primaire, on va dire, ça, ce n'est pas concerné. Par contre, des caves viticoles, etc., sont concernées. Alors, ils visent les opérations d'économie d'eau assez importantes puisque les projets doivent justifier d'un volume minimum économisé de 5000 m3 par an. Donc, voilà, ces projets peuvent concerner le changement de process, la mise en place de circuits fermés, la réutilisation des eaux, donc, le recyclage des eaux pluviales, la réparation de fuites sur les réseaux, tout ce qui va justifier de travaux ou de changements dans les process qui permettra une diminution du prélèvement sur le réseau eau potable ou sur la ressource en eau brute, et donc de 5000 m3 par an. Alors, donc, il s'est ouvert le 3 juillet. Le dépôt d'une demande d'aide se fera au plus tard le 30 septembre 2024, et la sélection des projets se fait au fil de l'eau. Et maintenant, la parole... Oui, vas-y. Merci Simon. Du coup, j'allais dire, on passe la parole effectivement à nos collègues côté énergie. Donc Guillaume, si tu peux prendre la main sur...
Oui, tout à fait. Alors, vous avez ici sur cette diapositive le panorama des appels à projets dispositifs voilà, sur la transition énergétique. On ne va pas rentrer dans le détail de chaque dispositif et appel à projet. Bon, faut savoir que vous pouvez nous solliciter, nous, les pôles de compétitivité, mais également les acteurs comme l'ADEME, BPI, la région, voilà, pour vous accompagner sur ces aides. Il faut retenir qu'il y a plusieurs typologies d'aides. Certaines sont dédiées aux études, d'autres au déploiement, d'autres à la partie industrialisation, et enfin, vous avez également des aides et dispositifs sur la partie R&D et innovation. Aujourd'hui, on peut peut-être vous en citer deux sur la diapo suivante. Vous avez notamment un appel à projet qui s'appelle Demi-Bac, alors démonstration et appropriation par les industriels de solutions de production bas carbone. Alors, on est sur des consortiums hein, d'un ou plusieurs industriels avec vraiment une dynamique vers la décarbonation. Un autre appel à projet intéressant, c'est celui qui s'appelle ZBAC, Zone industrielle bas carbone. Et dans ce cadre-là, l'objectif est d'accélérer la décarbonation vers une zone industrielle spécifique. Voilà, donc le message, c'est si vous avez besoin d'accompagnement, de soutien, n'hésitez pas à nous solliciter, en tout cas, voilà, les différents interlocuteurs des pôles pour qu'on puisse regarder plus spécifiquement. Voilà. Merci Guillaume. Et on avait un dernier outil à vous présenter. Alors là, c'est plutôt pour les acteurs présents en Occitanie. La région propose un pass transformation écologique. Donc là, l'idée, c'est d'accompagner notamment les industriels, mais pas que. Hein. On a aussi les entreprises de services, les entreprises artisanales ou les acteurs du tourisme qui peuvent bénéficier de cet outil. Et l'idée, c'est que ça puisse aider à l'investissement sur des solutions qui vont permettre à la transformation écologique des structures. Et donc là, on va retrouver aussi bien des solutions sur la partie énergétique, production de froid, de chaleur renouvelable, sobriété énergétique, mais également des solutions sur la partie gestion de l'eau. Donc vous avez quelques exemples cités sur les dépenses qui sont éligibles. Donc côté énergie, ça peut être des choses en lien avec de la géothermie. Du solaire thermique, des capteurs éclairage détection automatique, voilà, pour tout ce qui est sobriété énergétique, donc assez large. Et pour la partie eau, donc vous avez notamment tout ce qui est économie circulaire, système de récupération des eaux de pluie, réutilisation des eaux usées. Et donc vous avez bien sûr tous les détails disponibles sur le site internet qui vous est présenté sur la slide et sur, pour ceux qui connaissent un petit peu la région Occitanie, sur le hub Entreprendre sur lequel vous retrouvez toutes les aides disponibles. Donc, on ne rentre pas plus dans le détail sur ces outils. L'idée, c'était que vous sachiez qu'ils existent. Et effectivement, comme l'a dit Guillaume, au niveau des pôles et des clusters, on est des portes d'entrée pour trouver des solutions et puis on est vraiment des acteurs de mise en relation, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Sur chacun de nos sites internet, vous allez retrouver un annuaire de nos membres. Donc c'est aussi un moyen de trouver des solutions. Donc là, on vous a présenté un panel de 3 retours d'expérience. Donc c'est voilà, des outils qui sont disponibles pour aller chercher des compétences si vous le souhaitez. Et nous, on est là en interface pour faire des mises en relation au besoin. Donc vous avez ici l'ensemble de nos contacts. Donc, vous aurez effectivement, comme l'a dit Simon tout à l'heure, accès aux slides. Donc, vous pourrez bien sûr nous contacter. Et puis, pour terminer, ce qu'on voulait vous proposer, c'est déjà de vous alerter sur la date de notre prochaine rencontre. Donc, on a bloqué le 10 novembre à 10h30 pour justement parler des ressources alternatives autour du sujet qui nous relie aujourd'hui, donc la gestion efficiente des ressources en eau et d'énergie pour les industries agroalimentaires et cosmétiques. Et donc, on abordera notamment des aspects liés à la réutilisation. Merci en tout cas à tous les intervenants pour votre présentation. Merci à tous les participants de vous être connectés et puis à tous les organisateurs et co-organisateurs pour avoir épaulé dans l'organisation de cette rencontre. Et on vous propose un petit formulaire très simple, juste pour nous expliquer un petit peu ce que vous avez pensé du webinaire, quels sont les sujets que vous aimeriez voir traités aussi pour le suivant, et si vous souhaitez être recontacté par certaines des membres des équipes pour justement peut-être nous poser des questions sur vos projets. Donc un grand merci à tous, on vous souhaite une très belle journée et on espère vous retrouver très prochainement en novembre pour la suite. Bonne journée à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.